20h sur la TFM, mesdames, messieurs, les titres de l'actualité de ce vendredi. Au sommaire de ce 20h, la compagnie Transair se lave à grande eau après l'incident survenu à l'aéroport international Blaise Diagne, faisant 11 blessés. L'avion en question ne souffrait d'aucune défaillance selon les responsables de la compagnie qui précisent qu'aucun des moteurs de l'appareil n'a pris feu. L'incendie, disent-ils, provenait d'un des pneus lors du freinage après une deuxième tentative de vol qui a échoué. Le collectif de rescapés de l'accident, pour sa part, estime que l'état de l'avion n'offrait aucune garantie de sécurité. Ces rescapés, en majorité des Maliens, en veulent à Air Sénégal qui, soutient-il, a mis leur vie en danger en affrétant l'aéronef en question. Il n'exclut pas d'ester en justice contre la compagnie nationale. 48 heures de grève, c'est le mot d'ordre décrété par le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. Il dénonce une gestion nébuleuse du centre de formation agricole SIS à Cambérène. Et puis, à quelques semaines du début de l'hivernage, Matam retient son souffle. Pour cause, l'ANACIM annonce de fortes pluies dans cette partie nord-est du pays qui souffre ces derniers temps d'une forte chaleur qui n'a pas encore fini d'indisposer les populations. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue dans ce 20h de TFM. Je vous l'annonçais en titre, Transair réagit après l'incident survenu à l'aéroport international Blaise Diagne, faisant 11 blessés dont 4 graves. D'après la compagnie, son avion ne présentait aucune défaillance. Mieux, il avait même effectué plus de 20 heures de vol avant la programmation pour Bamako. Les responsables renseignent qu'aucun des moteurs n'a pris feu. L'incendie, disent-ils, provenait d'un des pneus lors du freinage après une deuxième tentative qui a échoué. Les détails avec Al-Hassan et Diafaraba. Pourtant, d'après le directeur régional et administratif de la compagnie Transair, l'avion avait effectué plus de 20 heures de vol entre mardi et jeudi. Un aller-retour Dakar-Bamako-Abidjan-Libreville-Brazza et un aller-retour Dakar-Cap Skirring. Donc, ne présentait aucune défaillance avant l'incident. Donc, on a préparé cet avion pour faire le vol. Et à 1h, aux environs d'1h, 1h20, 1h28 du matin, on nous a appelé pour nous dire qu'il y a eu un incident. Cet avion a fait une sortie de piste. Donc c'est un avion qui allait à Bamako, qui avait à peu près 78 passagers, un bébé à bord, et comme membre d'équipage, un pilote, un copilote, donc 2 PNT dans le jargon, et 4 PNC, ça veut dire 4 hôtesses. L'accident de ce Boeing 737-300 qui a fait 11 blessés dont 4 graves ne s'est pas produit comme relaté par certains médias. D'après Nabissila, qui renseigne qu'aucun des moteurs n'a explosé. La flamme a été due au fait que les pneus, à cause du freinage, parce que l'avion n'a pas pu décoller, à cause du freinage, un pneu a pris feu, et ce feu avec le caoutchouc que les gens ont vu dans les images de nuit, mais si le moteur avait explosé, ça aurait été la catastrophe. Donc si le moteur aussi avait un feu, il y aurait eu des alarmes en cabine et des actions immédiates à prendre. Mais le feu, si vous regardez bien sur les images, c'est un feu qui est un peu plus à l'arrière de l'avion au niveau des roues, et ce qui faisait aussi qu'il y avait cette odeur de caoutchouc qui a brûlé. Cet avion a plus de 20 ans, mais l'âge n'a pas d'importance de la vie de notre interlocuteur. En avion, c'est la navigabilité de cet avion-là. Cet avion, c'est un avion qu'on a eu et qui vient d'Europe, qui a évolué dans un environnement qui est hasard. Moi-même, j'ai eu à le prendre entre Paris et la Roumanie, cet avion. Donc, on a fait l'acquisition d'un avion. Et cet avion, régulièrement, chaque année, il a son certificat de navigabilité qui est renouvelé. Les responsables de la compagnie vont évaluer les dégâts matériels après l'enquête du PA, mais ils estiment que l'essentiel, c'était de ne perdre aucune vie.
Alassane Ba, en attendant l'évaluation des dégâts, le porte-parole des rescapés, lui, engage la responsabilité de la compagnie nationale. Selon Mounirou Konaré, Air Sénégal a exposé leur vie en affrétant cet aéronef. Il n'exclut pas de porter plainte contre Air Sénégal. C'est un Mounirou Konaré très remonté qui s'est entretenu avec Chérif Dia. Nous l'écoutons. C'est que le Sénégal pèse. C'est même pas un incident ça. Ça, c'est pas un accident fou. Parce qu'un pilote qui force pour aller tuer 83 personnes, c'est celui qui a forcé l'avion. L'avion n'est pas bon, il ne peut pas partir. Vous avez tenté une première fois, ça ne marche pas. Mais vous roulez, vous venez garer l'avion. Vous nous dites qu'il y a une lampe qui s'allume, que vous avez compris que ça s'est éteint. Mais on n'est pas, on est dans l'avion il y a combien d'années? J'ai dit au ministre, on n'est pas d'accord. Parce que nous, on suppose, en pareil cas, dans d'autres cieux, mais c'est un scandale. Le Sénégal nous a envoyés à la mort. C'est ça la vérité. Et le Sénégal ne peut pas affréter Transair, sachant qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas possible. Mais le Sénégal ne mérite qu'une plainte. Je vous dis la vérité. Et je sais que si les autorités se rendent compte que Air Sénégal fait exprès de louer, d'affréter des avions comme ça pour envoyer les gens à la mort, le Sénégal ne sera pas fermé, mais les gens qui dirigent le Sénégal ne méritent pas d'être là. C'est ça la vérité. Et puis ce communiqué du ministère malien des Transports et des Infrastructures en date du 9 mai 2024, le ministre chargé des Transports aériens du Sénégal a informé que le vol HC301 d'Air Sénégal, opéré par Transair, a fait une sortie de piste ce jeudi aux environs d'1h45 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a signalé que ce vol avait pour destination Bamako. Il revient que plusieurs passagers du vol seraient de nationalité malienne. Les autorités sénégalaises ont assuré que l'accident n'a pas occasionné de perte en vie humaine et que les passagers blessés pris en charge par les services compétents ont quitté l'hôpital. Madame le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique que les Maliens qui se trouvaient à bord sont sains et saufs. Elle se félicite des diligences accomplies par les autorités sénégalaises pour l'organisation des secours et la prise en charge des passagers. Le ministre souhaite au nom des plus hautes autorités de la République du Mali un prompt rétablissement aux blessés. Nous restons toujours avec cet incident survenu à l'AIBD qui a fini de plonger les usagers des moyens de transport aérien de la zone sud dans une profonde inquiétude. Enseignants-chercheurs, chefs de service et autres usagers des aéronefs qui assurent la desserte entre Dakar et Ziguinchor demandent aux responsables de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des personnes qui empruntent ces avions constamment. À Ziguinchor, nous retrouvons la correspondance de Lamine Ba. L'incident de l'AIBD a particulièrement intéressé les Ziguinchorois qui suivent de près l'évolution de cette affaire. Dans cette région qui accueille plusieurs vols par jour, dont des vols nationaux, l'accident a suscité une profonde inquiétude chez les usagers des moyens de transport aérien. Lorsqu'on entend ce type d'incident, ça nous fait peur parce qu'il se trouve que l'essentiel de nos activités dans le cadre de la recherche des missions d'enseignement que nous déroulons se font dans les différentes universités et nous sommes amenés à nous déplacer très régulièrement. Et l'avion constitue le moyen de déplacement, le moyen de transport le mieux adapté à nos activités. Et que donc, si on entend ce type d'incident, évidemment, ça nous fait peur. D'ailleurs, la première réaction que nous avons eue, c'est de s'assurer qu'aucun de nos collègues n'était concerné. Et nous déplorons vraiment les blessés à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. C'est la même inquiétude qu'on retrouve chez Bakary Ndiaye, chef de service. Lui se dit très surpris par ce qui vient de se produire car il ne s'y attendait vraiment pas du tout. On était très effrayés par ce qui s'est passé à l'AIBD, d'autant plus normalement que assez souvent des mesures sont prises en amont, c'est-à-dire des mesures de sûreté. Mais étant donné que ce qui s'est passé a eu lieu après le vol, on ne peut que penser que la cause de cet incident est liée à des mesures de sécurité. Oui, c'est très inquiétant et par instinct de conservation, on s'est interdit de recourir de plus en plus à l'avion, même si les conditions de voyage en direction de Dakar sont pénibles compte tenu de l'état de la route.
et le bateau ne vient que de reprendre ses rotations en Dakar et Ziguinchor. À ce stade, il faut repenser l'offre de services aériens de l'avis de ce socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je dis ça parce que nous voyageons sur cette ligne, en tout cas Ziguinchor-Dakar, souvent sous pression. Quand je dis c'est sous pression, c'est qu'on est rarement informé des retards, on le découvre et tout le monde est stressé. Et les conditions dans lesquelles nous voyageons sont aussi souvent déplorables. Des avions où la climatisation ne marche pas, où il fait hyper chaud, sans compter des retards, et on n'est même pas informé. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important vraiment que l'on fasse un audit à la fois un audit du personnel, mais également un audit des liaisons, des transports aériens qui font le Dakar-Ziguinchor. Les images de l'incident de l'avion de la compagnie Transair affrété par Air Sénégal ont plongé les Ziguinchorois dans une profonde inquiétude. Ceux qui utilisent ce moyen de transport exigent plus de rigueur dans la sécurité des passagers. Et puis, sachez que la fin des travaux de construction de l'aéroport international Matam-Ourossogui ne devrait plus tarder. Après un retard de plus de 2 ans, le chantier est dans sa dernière ligne droite. Après la piste et la tour de contrôle, l'ANACIM vient de réussir le premier test de radiocommunication. En visite de fin de chantier, le directeur des infrastructures aéroportuaires assure que toute la sûreté et la sécurité requises seront de mise avant la réception de l'infrastructure. Ali Bandelnian. Le port international Matam-Ourossogui, qui fait partie des plus grands chantiers de la région, devait être livré depuis plus de 2 ans. Des perturbations et autres dysfonctionnements qui n'ont pas permis au respect du calendrier tel que retenu pendant son lancement. Seulement, aujourd'hui, l'aéroport Matam-Ourossogui est en train de prendre forme. Après la réception de la piste longue de 2200 mètres et la tour de contrôle, les techniciens de l'aviation viennent de réaliser les premiers tests radiocommunication. La réception et l'émission entre le contrôleur et le pilote. Vous savez, en aérodrome, il faut que la communication passe correctement. Donc nous avons fait ça hier avec l'avion labo de la SECNA et on attend les résultats, mais on peut dire que ça a été vraiment satisfaisant dans l'ensemble. Donc aujourd'hui, on fait les tests de fonctionnalité de la tour de contrôle, là où nous sommes actuellement, sur tous les équipements qui sont installés ici. Malgré le retard, toutes les ressources sont enfin mobilisées pour livrer cet aéroport dont les travaux ont été lancés en 2021. Comme vous l'avez vu, la piste elle est terminée depuis plus d'1 an. La piste, les parkings et les taxiways. Maintenant, c'est cette année d'arrêt qui a quand même justifié le fait que les populations aient eu à perdre espoir par rapport à ce projet-là. Mais depuis janvier quand même, on a vu les travaux ont repris et la tour de contrôle est complètement achevée. Et on teste grandeur nature de l'émission et de la réception de cette radio à travers donc l'avion laboratoire de la SECNA, qui est un avion dont la mission c'est de calibrer des infrastructures aéroportuaires partout dans le monde. Donc pour dire qu'on est dans le cadre de la norme internationale. C'est cet espoir qu'il faut avoir. L'hangar qui doit servir à l'installation des sapeurs-pompiers qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des aéronefs dans un aéroport est quasiment à 95%. Sur le planning, vous avez vu tout autour de la piste des ouvertures qui sont faites. C'est pour installer le balisage lumineux qui doit accompagner la sécurité qu'on a voulu donner à cet aéroport-là. Donc nous osons espérer que l'aéroport pourra être ouvert à la circulation avec toutes les normes de sécurité et de sûreté. À la fin des travaux prévus en juillet, les autorités de l'ANACIM qui suivent bien l'évolution du projet comptent tout mettre en œuvre pour assurer toutes les conditions de sûreté et de sécurité. Le Sénégal fait partie des 10 pays qui ont connu des avancées significatives dans le cadre du suivi et le rapportage de l'agenda 2063, un agenda qui vise le développement inclusif et durable, des progrès qui sont le fruit de la matérialisation des politiques publiques. La Commission de l'Union africaine a tenu à Dakar le 4e atelier sur le suivi. Les différentes recommandations vont faciliter l'atteinte des objectifs. Nous écoutons à ce propos Mbakenyan,
directeur des programmes, et Aboubakrine Saho, conseiller technique du directeur général de la planification des politiques économiques. Ils sont interrogés par Alassane Ba. Le Sénégal a fait une très bonne participation parce qu'évidemment le Sénégal a été cité aussi parmi les pays qui ont fait beaucoup de progrès dans le cadre du suivi et de l'agenda 2063. Et évidemment nous avons bien accueilli la présentation du Sénégal qui a fait état des avancées dans plusieurs domaines. Nous encourageons tous les États à prendre les mêmes dispositions pour pouvoir en tout cas parvenir à donner des rapports de qualité à temps. Durant l'atelier, tous les pays ont pu présenter les défis auxquels ils font face et nous avons élaboré, l'équipe en tout cas qui a travaillé durant les 4 jours a élaboré un plan d'action. À une certaine période, on avait un certain nombre de dispositifs de suivi, évaluation de la politique économique et sociale qui étaient un peu, disons, éclatés. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de corriger à travers le CAS, c'est ce que je disais tout de suite, le cadre harmonisé de suivi, évaluation des politiques publiques, qui permet un peu la DGPP assurant, disons, la formulation, le suivi, évaluation des politiques publiques. Nous essayons tant bien que mal d'avoir un référentiel. Et nous parlons éducation à présent dans cette édition. Les syndicats d'enseignants qui lancent le plaidoyer en faveur de la création d'une banque dédiée exclusivement à l'éducation. Une proposition issue des assises de l'éducation en 2014 pour faire face au déficit de financement dans le secteur éducatif. Pour El Hadj Malick Youm, secrétaire général du SAEMS, il est impératif d'avoir une politique bancaire spécifique pour le secteur de l'éducation. Ces syndicats d'enseignants faisaient face à la presse ce matin. Nous écoutons à ce propos le secrétaire général du SAEMS, interrogé par Fatou Bintou Konté. La communauté éducative s'est réunie ce matin parce que nous pensons qu'il est opportun de créer cette banque-là, parce que nous avons déjà fini de constater que toute la composante enseignante est en train de souffrir à cause des difficultés que nous notons dans le cadre du traitement salarial. Mais au-delà aussi, le dispositif bancaire ne nous facilite pas la chose parce que tout le monde constate que beaucoup d'enseignants sont enlisés dans les banques. Beaucoup d'enseignants peinent à financer quand même leur projet parce que nous n'avons pas de dispositif de banque. Cette banque aura pour mission de faciliter aux enseignants l'accès donc au crédit avec un taux d'intérêt préférentiel qui va tourner autour de 4%. Ce qui est vraiment une véritable révolution parce que jusque-là, tout le monde sait que les taux d'intérêt sont des taux d'intérêt qui dépassent 10%, qui frôlent même l'usure. Et la rupture ici sera constatée par le fait que déjà, les enseignants sauront qu'ils ont tous intérêt à venir au niveau de cette banque avec ce taux-là. Mais d'autre part aussi, il faut noter que c'est une banque qui va s'ouvrir à d'autres composantes très intéressantes, telles que les étudiants, le financement donc des bourses, mais également le financement des startups, les projets des étudiants. Et je pense que tout cela fait aujourd'hui que cette banque-là a des atouts extraordinaires qui feront que ce sera une... Et nous reparlons du cas Ismaïla Madior Fall à l'IFAN. La coordination SAES de Dakar informe dans un communiqué qu'à ce jour, aucune procédure n'a été engagée à l'IFAN ni examinée par le comité scientifique de l'Institut, seule autorité compétente pour émettre un avis sur le détachement d'un enseignant ou l'affectation d'un chercheur dans un établissement d'enseignement ou de recherche. Le communiqué rappelle le décret 84-11-84 du 13 octobre 1984 selon lequel des membres du personnel enseignant des facultés peuvent être affectés à l'IFAN pour une durée de 3 ans renouvelable et insiste sur le fait que la procédure prévue par ce décret n'a pas encore été enclenchée. Le SAES renseigne que sur l'affaire du camarade Ismaïla Madior Fall, le directeur de l'IFAN aurait simplement informé l'assemblée de l'établissement lors de sa session du mardi 30 avril 2024 en attendant le déclenchement de la procédure conformément à l'article susmentionné. Le SAES exprime son indignation face au défi d'opinion dirigé contre Ismaïla Madior Fall en rappelant qu'il a déjà été réintégré dans ses fonctions de professeur titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques. Le syndicat insiste sur le respect de la liberté accordée à tout enseignant-chercheur dans la gestion de sa carrière.
Je vous le disais en titre, le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal observe une grève de 48 heures renouvelable, boycott des examens de sortie et d'entrée dans tous les centres de formation agricole du pays. Le syndicat pointe une mauvaise gestion du centre de Cambérène et exige la tenue régulièrement du comité de gestion et de tous les organes de l'école. Les camarades de Mor Diouf, secrétaire général du dit syndicat, dénoncent par ailleurs le mutisme des nouvelles autorités. Le bras de fer entre les techniciens et le directeur du centre de Cambérène demeure et affecte sérieusement le bon fonctionnement de l'école. Un conflit qui dure depuis 2 ans, les syndicalistes dénoncent la gestion nébuleuse et chaotique du directeur du CFPH par rapport aux ressources générées du centre. Nous avons décidé d'arrêter les cours au niveau de tous les centres de formation agricole, particulièrement au niveau du centre de formation professionnelle et horticole de Cambérène, suite à une bagarre ouverte il y a de cela 2 semaines entre une partie du personnel, certains formateurs et le directeur. Nous l'avons décidé parce que nous n'allons pas attendre qu'il y ait des morts d'hommes ou des blessés graves pour pouvoir intervenir. Au niveau de l'établissement, les cours sont paralysés, boycottent aussi des examens de sortie et d'entrée, comme c'est le cas d'ailleurs dans tous les centres de formation agricole du pays. Les étudiants ici, eux, espèrent un dénouement rapide de ce problème. C'est très dur même. Certes, il y en a certains d'entre nous, de nos camarades, qui ont allé chez eux. Parce que ici, tu es à Dakar, tu n'es pas avec ta famille, tu lis, ainsi de suite. C'est très dur. Comme le cas de moi, je viens de Fatick. Bon, les situations ici, c'est extrêmement difficile. Des mesures conservatoires à l'endroit du directeur attendu du nouveau ministre de l'Agriculture qui a été saisi. Ce conflit qui dure depuis 2 ans a fait l'objet quand même d'un dossier qui a été transmis à toutes les autorités compétentes, donc qui sont informées de la situation. Malheureusement, jusqu'au mois où nous parlons, il n'y a eu aucune autorité, il y a un mutisme total, je dirais même un mépris vis-à-vis des travailleurs et vis-à-vis des partenaires sociaux que nous sommes. Le syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal durcit le ton et demande à ce qu'une attention particulière soit accordée au centre agricole. Mambiram Diouf, toujours dans le domaine de l'agriculture, le secrétaire exécutif d'Enda Tiers-Monde se dit en phase avec les nouvelles directives pour la campagne agricole 2024, l'implication de l'armée et l'introduction du digital, des innovations salutaires. Ces mécanismes pour le secrétaire exécutif d'Enda Tiers-Monde vont participer à la sophistication des mécanismes agricoles. De belles perspectives, dit-il, pour les producteurs qui rencontraient d'énormes difficultés. Aminata Mbaresaou, Modou Diop. Il est le secrétaire exécutif de Enda Tiers-Monde. La prochaine campagne agricole au Sénégal, un des sujets soulevés. Pour Sékou Sarr, les mesures annoncées pour la campagne agricole à venir peuvent apporter un souffle nouveau. Ça, c'est des choses assez importantes qui appellent aussi l'ensemble des acteurs à pouvoir s'intégrer dans tous ces processus-là en tant que porteurs de solutions vertes. Des directives telles que l'implication de l'armée dans la distribution des semences, une innovation qui peut être fructueuse. De tout temps, la problématique des semences était une problématique très très complexe. Et aujourd'hui, on arrive à voir à justement responsabiliser l'armée pour la distribution des semences. Ça, c'est déjà un premier pas. L'autre aspect aussi, quand on parle de développement endogène, c'est de permettre aussi aux communautés, notamment les producteurs, de se prendre en charge, mais surtout de participer à la prise de décision pour tout ce qui est en rapport avec les moyens de subsistance qui les concernent. Et c'est dans cette recherche d'innovation et de solutions locales vertes que s'inscrit le Forum de Dakar. Le Forum des innovations et solutions locales vertes qui consiste justement à créer des espaces d'échange et d'apprentissage de bonnes pratiques, mais aussi impulser une dynamique de changement d'échelle des solutions locales éprouvées. Un forum, rendez-vous pour parler du développement durable, mais aussi des mécanismes d'amélioration de nos politiques agricoles, avec comme invités des partenaires nationaux, mais également internationaux.
Je vous le disais également en titre, hivernage 2024. De fortes pluies sont annoncées dans la région de Matam. Des prévisions de l'ANACIM qui préoccupent les populations locales au vu de la canicule qui sévit à Matam avec des températures exceptionnelles allant parfois jusqu'à 49 degrés Celsius. Les habitants de cette partie nord-est du pays disent craindre les conséquences du réchauffement climatique. Pour parer à la menace, un comité régional de développement s'est tenu avec le gouverneur de la région de Matam que je vous propose d'écouter. Et à l'occasion également, on y a convié aussi bien le responsable de la météo que celui également de la brigade hydrologique de Matam. Il ressort à travers la communication donc, de ces deux spécialistes que cette année, aussi bien pour ce qui est de la pluie que pour ce qui est de l'écoulement, il faudra s'attendre à une tendance normale à excédentaire. Fort donc de ces informations climatiques, il nous a fallu réajuster en fait notre plan de prévention et de gestion. Mais nous avons surtout insisté en fait sur la gestion, et du moins sur la prévention. En quoi faisant? D'abord, dans un premier temps, on a demandé donc aux sapeurs-pompiers d'assurer en fait l'entretien et la maintenance en fait des moyens de pompage. On a demandé également à ONAS d'assurer également le curage d'une partie du réseau de drainage des eaux pluviales au niveau donc de la commune de Matam, parce qu'au niveau des autres communes, on n'a pas en fait ce genre de réseau. Et là, on a demandé également à la mairie de Matam donc de venir en complément des efforts qui seront déployés donc par ONAS. Au-delà également, on a demandé à ce qu'on mette en place en fait un système d'alerte. Et là, j'ai demandé donc aux responsables de la météo et aux responsables de la brigade hydrologique de Matam de pouvoir communiquer avec les populations par le moyen donc du réseau des radios communautaires. Voilà ce qu'on a prévu donc en matière de prévention. Maintenant, en matière de gestion, il faudra nécessairement prévoir également des opérations de pompage. Parlons à présent de cette assemblée générale du comité des femmes vivant avec un handicap au Sénégal. Le bilan dressé par la présidente sortante du comité montre que des textes juridiques ont été adoptés, de nombreuses formations organisées sur les violences basées sur le genre, sur les droits des femmes et sur leur autonomisation. Ndeye Daga Gueye Dieye, qui a passé le témoin à Khadiba, invite la nouvelle équipe à renforcer les acquis. Elle dit attendre également l'application effective de la loi d'orientation. La présidente sortante de ce comité que je vous propose d'écouter, ses propos sont recueillis par Abdoulaye Anne. Ce qui attend la nouvelle équipe, c'est qu'il faut renforcer, mais il faut aussi travailler sur d'autres thèmes. Renforcer les thèmes qu'on vient de toucher seulement, renforcer tout ce qui est violence basée sur le genre, parce que nous devons mettre en œuvre un plan d'action que nous avons élaboré avec ONU Femmes, ça il le faut. Nous devons aussi travailler sur la décentralisation, la formation de nos antennes, le renforcement de nos antennes, parce qu'au niveau du comité national, au niveau de la tête, tout le monde sait que ça va bien, mais au niveau des pieds, au niveau des antennes, il faut dire que là, il y a de la matière à faire. Il faut aussi vraiment travailler sur la dynamique organisationnelle. Pour ces nouvelles autorités, nous attendons beaucoup d'elles. Vraiment, le président Diomaye, son premier ministre Ousmane Sonko et toute leur équipe, sincèrement, nous attendons que la loi d'orientation sociale. Cette loi qui a été adoptée en 2010 et qui comprend quelque chose comme 11 décrets d'application. On a eu pour l'instant que la signature de 3 décrets d'application et il faut dire qu'ils doivent vraiment mettre en œuvre réellement cette loi-là, vraiment accélérer le circuit pour que les autres décrets d'application puissent sortir et qu'ils puissent les signer, c'est pour les mettre en application. L'actualité de ce vendredi, c'est également cette fête patronale du 2e bataillon d'infanterie de Dakar-Bango, une cérémonie dédiée à feu El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Des prestations culturelles, des séances de sauvetage et de sensibilisation ont été faites par les militaires. Un moment fort de la section nord qui a permis aux populations de comprendre les moments difficiles des militaires sur le terrain, surtout en cas de guet-apens. Ousseynou Diop. Les chants bercent le public venu assister à la fête patronale du 2e bataillon d'infanterie du camp militaire des Montmargari de Dakar-Bango. Une prestation dirigée par l'adjudant à la retraite, Manandao. Les kankourans de leur côté chantent et dansent au grand bonheur des participants.
venu témoigner de l'importance de la diversité culturelle dans l'armée sénégalaise. Une fête de l'armée, mais aussi une occasion pour les militaires de faire des démonstrations. La section d'éclairage et de reconnaissance entre en jeu et passe en revue les différentes techniques de défense et de sauvetage. De belles prestations, mais aussi des messages d'encouragement et des conseils pour une armée plus forte et rigoureuse de concert avec la population. On ne peut plus gagner une guerre sans population et la guerre se prépare. Donc, d'où l'importance aussi de renforcer le lien armée-nation. Le 2e bataillon d'infanterie regroupe plusieurs départements, notamment Saint-Louis et Podor. Il veille surtout sur la sécurité des populations du Nord. Sa mission, c'est d'abord la protection, la défense de l'intégrité du territoire national. Nous sommes un bataillon territorial, donc on est appelé à recevoir le premier choc avant l'intervention d'autres unités. Le défilé des troupes à pied a bouclé la cérémonie. Le public rentre certainement ému, mais certains ne vont jamais oublier cette figure de la section d'éclairage et de reconnaissance. Parlons culture à présent dans cette édition avec la cérémonie officielle marquant l'ouverture de la 10e édition des itinéraires artistiques qui s'est tenue au Centre de recherche et de documentation du Sénégal. L'innovation cette année est la participation massive d'artistes étrangers et de jeunes talents. 85 artistes venus du Sénégal, d'Afrique et des pays du monde ont axé leur travail sur la peinture, la photographie, le design, la sculpture et l'art numérique. Abdou Karim Fall est le directeur de Ndar Création. Il est interrogé par Ousseynou Diop. Donc cette année, on a eu 18 artistes américains invités. Donc c'est un partenariat avec le CRDS. On remercie Mme Fatma Falnia de nous avoir aussi appuyé de travailler sur cet excellent projet-là. Donc c'est des Américains qui vont venir le 18 à Saint-Louis. Donc on va faire un atelier d'échange, on va faire des workshops ensemble. Et puis eux aussi, ils ont des œuvres aussi au CRDS dans une salle. Tu sais, comme on le sait tout le monde, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre art. Ce qui nous intéresse, c'est le travail pour aller en avance. Donc on va faire le maximum pour essayer de trouver notre main et puis on avance quoi. C'est ça qui nous intéresse. Et puis la ville de Saint-Louis, c'est ça qui nous intéresse. Si on a plus, c'est bon. Si on ne nous a pas appuyé, donc voilà quoi. Mais depuis 10 ans, la mairie de Saint-Louis ne nous a jamais appuyé. Et puis, tous les 10 éditions, quand vous visitez le site internet, vous regardez le logo de la mairie. Tous les affiches, le logo de la mairie à l'intérieur, ils ne nous ont jamais appuyé. Chaque fois, si on les envoie des courriers, ils ne nous ont jamais répondu. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci de nous avoir prêté attention. Restez en notre compagnie. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour la suite de Soir d'Info. Bonsoir.